Tu écoutes l'épisode 153 de S'ouvrir à l'amour, les 4 catégories de schéma amoureux. Alors, cet épisode, il fait partie d'un trio d'épisodes qui commence à partir de l'épisode 152 et qui finira à l'épisode 154, où mon but, c'est de présenter ou représenter mon approche du coaching amoureux. C'est particulièrement des épisodes que je te recommande d'écouter si tu viens de nous rejoindre sur le podcast. Dans cet épisode, je vais vraiment te décrire en fait les 4 catégories de schémas qui viennent de mon observation empirique auprès des personnes que j'ai pu accompagner. Pour moi, en fait, si tu pars du principe que ta manière de relationner, elle est influencée par ton système nerveux qui est ton système de survie, c'est logique en fait qu'il y a 2 grandes voies, si tu veux, dans tes schémas amoureux. Le premier, si tu réfléchis, pense à un loup ou un ours qui est dans la nature, c'est la voie de la menace. En fait, si tu prends le principe que tu dois assurer ta survie, ben, l'environnement, c'est potentiellement, ou le monde, y compris les autres, c'est potentiellement menaçant. Et donc, ce que je fais ou ce que je fais pas, ça va influencer ce niveau de menace extérieure et donc aussi ma capacité à créer du lien et à être heureux. Et la deuxième grande catégorie, c'est le rejet, c'est-à-dire si moi, je n'arrive pas à me protéger tout seul vis-à-vis de ce monde ou de cet environnement extérieur, ma capacité à être dans une meute, dans un groupe, à être en lien, eh bien, c'est un élément indispensable également à ma survie. Et donc, cette deuxième voie, c'est cette voie du rejet, c'est-à-dire qui je suis ne me permet pas d'être en lien avec les autres. Et sur la base de ces 2 voies-là, en fait, j'ai vraiment pu observer ces 4 catégories. Donc, dans la voie de la menace, les 3 catégories que j'ai vraiment pu observer sont les suivantes. La première, c'est le non-alignement, c'est-à-dire que pour survivre à ton environnement ou survivre à la menace, tu vas faire quelque chose qui est contraire à ce que tu veux vraiment, au final pour maximiser tes chances d'être survie, pour maximiser tes chances d'être finalement intégré dans cet environnement. Dans cette catégorie-là, c'est en général, tu sais ce que tu veux ou ce que tu veux pas, mais tu priorises en fait ce que l'environnement ou les autres veulent de toi. La deuxième catégorie, c'est le niveau en dessus. C'est ce que moi j'appelle l'absence de limite. C'est que tu as tellement été dans l'adaptation aux autres, au-delà de toi ce que tu voulais, ou tu as tellement reçu cet irrespect de tes propres limites que tu ne sais plus identifier quelles sont mes limites, quel est son moi avec moi et quel est moi et les autres. Donc du coup, ça peut te donner le sentiment de ne plus savoir ce qui est bon ou mauvais pour toi. Ça peut te donner le sentiment d'être un peu dans le trop ou dans le flou, de pas arriver à décider. Et comme en relation, surtout d'avoir ce sentiment qu'il n'y a plus de barrière entre toi et les autres. Les autres vont mal, tu vas mal. Quelque chose dans la relation va mal, tu vas mal. Il n'y a plus cette barrière comme il pourrait y avoir avant. Et la troisième catégorie que j'ai intégrée dans cette voie de menace, c'est quand tu as vécu en fait beaucoup de changements soudains et suffisamment intenses et que t'as pas de contrôle sur la situation. Donc c'est des choses que tu t'attends pas, qui changent, qui bougent. Donc d'un seul coup, la menace devient très forte, si tu veux. Et souvent, ça engendre 2 types de mécanismes. Soit tu cherches à contrôler, à garder le contrôle à tout prix, soit ben ça bloque, tu te sens vraiment impuissant et tu subis la situation, même si intérieurement tu veux agir différemment. Alors maintenant, je vais te décrire, ça c'était la description générale de ces catégories-là. Je vais aller un petit peu plus dans le détail
pour que tu comprennes en fait tous les mécanismes que ça peut avoir dans tes relations amoureuses. Donc, dans la catégorie du non-alignement, tu es vraiment dans l'adaptation de ton faire au-delà de ce que tu souhaites, hein, d'avoir une certaine flexibilité envers tes partenaires. C'est pas ça dont je parle maintenant. C'est vraiment quand ça va au-delà dans le sacrifice de toi finalement. Donc, le premier mécanisme que j'observe dans cette catégorie-là de non-alignement, c'est l'auto-trahison. Tu connais tes limites, mais tu les respectes pas. Ce que tu dis, ce que tu fais ou comment tu réagis, ce n'est pas en alignement avec ce que tu veux. Ça peut être aussi le mécanisme où tu communiques tes limites, mais tu laisses quand même les autres empiéter sur tes limites, c'est-à-dire que tu parles un petit peu dans le vide. Et l'auto-trahison, ça inclut aussi toutes les fois où tu te mens à toi-même. C'est-à-dire que tu minimises ce que l'autre a fait, où tu te voiles la face, où tu ne veux pas voir les choses. Le deuxième mécanisme qui est assez courant, c'est quand tu fuis les situations et au lieu d'aller confronter, d'aller clarifier. Le troisième mécanisme qui est dans ce non-alignement, c'est quand tu vas vite dans les projections au lieu d'observer les faits. Donc, soit tu imagines que tu es déjà en couple après quelques dates, soit tu regardes les signes de l'horoscope, les signes de l'univers, soit tu consultes le tarot pour te rassurer que cette relation-là, c'est vraiment la relation qui est bonne pour toi. Ça peut être aussi un mécanisme d'attaque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore vraiment une vraie menace, mais tu vas vraiment, tu montes au quart de tour, tu anticipes le pire et puis tu vas très vite dans l'attaque de ton partenaire. Ça peut être totalement l'inverse, c'est-à-dire que tu es bloqué dans le faire, tu te sens impuissant, t'as pas l'impression que tu peux influencer ta vie amoureuse, donc soit tu restes dans une relation et ça te plaît pas vraiment, mais tu n'arrives pas à passer le cap, soit tu as du mal à te créer des opportunités pour vraiment rencontrer quelqu'un alors que tu veux être en relation, ou ça peut être dans la construction de la relation, bah tu n'arrives pas à avoir ces conversations qui sont difficiles pour toi et qui sont souvent nécessaires pour construire une relation saine. Ça peut être aussi le fait que tu adoptes un modèle que tu connais et que c'est pas forcément le modèle que tu as envie d'adopter. Typiquement, tu remarques que tu agis soit comme ton père, soit comme ta mère en relation, qui s'oubliait, qui se sacrifiait, qui était soumis, etc., etc., alors que consciemment, tu rejettes ce modèle-là. Ça peut être aussi le cas de figure où tu es attiré par un modèle que tu connais, donc ça peut être les caractéristiques de ton père ou les caractéristiques de ta mère, souvent les caractéristiques, on va dire, négatives de tes parents, et que finalement, les relations avec qui tu entres en relation, eh ben, ça correspond plus à ces caractéristiques-là que celles que tu veux vraiment dans une relation. Et enfin, ça peut être aussi ce sentiment d'avoir comme une colère qui est permanente en fait à l'intérieur de toi. Et ça, c'est parce que ben, si tu veux, si tu as accumulé pendant des années ce non-alignement, en fait, c'est comme si ton verre, il est déjà tout plein et que tu as ce sentiment que dès que il y a une petite chose qui arrive en plus, tu as vraiment du mal à communiquer sans être dans cette agressivité. La deuxième catégorie, qui est vraiment toujours dans cette catégorie de la voie de la menace, c'est l'absence de limite. C'est quand tu n'arrives plus à avoir conscience, en fait, de cette délimitation entre l'extérieur et l'intérieur, et c'est presque difficile à identifier si la menace, elle vient de toi ou des autres. En amour, en fait, j'ai pu observer que ça se manifestait sous différentes formes. Tu n'as pas conscience de tes limites, donc tu réalises vraiment souvent après coup, quand elles ont bien été dépassées, qu'on a dépassé tes limites. Ça peut être dans le fait de se mouler dans les attentes des autres pour plaire. Alors ça peut être du simple people pleasing où tu finalement anticipes ce que les autres veulent jusqu'à une vraie sensation d'avoir vécu pour les autres, d'avoir presque de t'être forgé une identité
qui reflète ce que les autres attendent de toi, mais ce n'est pas qui tu es vraiment. Et d'ailleurs, tu peux même avoir cette sensation de ne plus savoir en fait qui tu es vraiment. Et là, c'est ce qu'on appelle le phoning ou vraiment la soumission. Le troisième mécanisme en fait qui rentre dans cette catégorie-là, c'est l'indécision. Tu as du mal à te décider, tu sais plus ce qui est bon, ce qui est mauvais pour toi, tu restes souvent dans le flou et tu as vraiment du mal à prendre une décision. Le quatrième mécanisme, c'est que finalement, l'avis des autres a une importance beaucoup plus grande que ton propre avis. Et donc du coup, ça rend très difficile pour toi d'évaluer une situation et de faire confiance à ton jugement d'une situation. Et ça, pourtant, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que quand tu rentres dans la conversation avec ton partenaire, surtout quand vous avez des points de vue différents, tu as besoin quand même d'un certain niveau de confiance dans ton jugement, dans ce qui se passe en toi, pour pouvoir échanger avec l'autre. Un autre type de mécanisme qui rentre sous cette absence de limite, c'est souvent si tu as du mal à fermer tes options. Donc, si tu as du mal à rompre des petites histoires, tu les laisses ouvertes. Si tu as des flirts, que tu fais plusieurs datings et que tu commences quelque chose d'un peu plus sérieux avec quelqu'un, eh bien, tu peux avoir ce réflexe de garder tes autres flirts un peu ouvertes. Ça peut être aussi tout simplement de repousser le moment où tu prends une décision et fermer l'option sur cette relation. Et je dirais que le gros mécanisme qui rentre sous l'absence de limite, c'est ce que moi j'appelle l'abus. Et ça peut se manifester sur plusieurs choses, sur plusieurs aspects, pardon, en relation. Ça peut être d'être vraiment dans le trop, dans l'excès. Donc, tu en fais trop pour la relation, tu t'occupes de tout, tu es trop là, tu es trop compréhensive, tu es trop empathique, toutes ces choses dans le trop. Tu peux le remarquer aussi dans une forme de trop envers toi, donc tu travailles trop, tu analyses trop, tu manges trop, tu fais trop. Ça peut être aussi par avoir un peu ce syndrome du sauveur, de l'infirmière. Donc, il a un passé chargé, il est dans une phase difficile, elle est dans une phase dure, et que tu es trop compréhensive. Et ça peut se montrer aussi par ce sentiment d'être accro au drame. C'est-à-dire que les gentils, ça t'ennuie totalement, et que tu acceptes l'irrespect ou l'abus des autres. Pourquoi je mets le mot abus? Parce que pour moi, l'abus, c'est un niveau au-dessus de la trahison. C'est-à-dire que les réactions ou les mécanismes que tu mets en place, ça implique encore plus ton corps. Souvent, il y a de l'anxiété, il y a des ruminations, il peut y avoir un peu des comportements obsessionnels. Ça peut être stocker ton crush sur les réseaux. Ça peut être vérifier son téléphone. Ça peut être dans le dating burnout où tu vas à fond dans les applications. Donc, tu vois, c'est beaucoup plus vers l'addiction, vers cet excès. Et souvent, en fait, ça implique plus ton corps, où tu as un de tes mécanismes qui implique plus ton corps. Et la troisième catégorie qui est toujours sous cette voie de la menace, c'est vraiment ce sentiment d'impuissance face au non-contrôle et à l'inconnu. Quand tu es dans ce mécanisme, en fait, tu es constamment dans l'anticipation de ce qui peut se passer pour éviter de subir à nouveau le non-contrôle et l'inconnu. Et en amour, tu as beaucoup de situations où tu n'as pas de contrôle et tu es face à l'inconnu parce que l'autre, par définition, tu peux pas prévoir le 100% de comment l'autre va agir et tu ne peux pas avoir 100% de contrôle sur l'autre. Donc, qu'est-ce que ça fait en amour? En fait, souvent, si tu as cette catégorie-là, c'est que tu es super vigilant
aux agissements de ton partenaire. Donc ça peut aller de, ok, est-ce qu'il m'écrit avec le même rythme? Est-ce qu'il m'a mis moins d'emojis dans ce qu'il m'a écrit? Est-ce qu'il m'a fait autant de bisous ou de câlins que d'habitude? Est-ce que on a fait le même nombre de fois l'amour que d'habitude? Et ça peut vraiment te mettre dans un sentiment d'être aux aguets, en fait, de manière permanente dans ta relation. Euh, quand tu es sous cette catégorie-là, tu peux aussi avoir le sentiment d'être vite en détresse dès que tu es dans une situation que tu peux pas contrôler. Par exemple, si ton partenaire ne réagit pas comme d'habitude, il met plus longtemps à te répondre au téléphone, s'il te répond pas, si tu sais pas vraiment les intentions de ton partenaire, s'il y a du ghosting, s'il y a des changements soudains en fait dans les réactions de ton partenaire. Ça peut aussi être sur le contrôle que tu as envers toi. Donc tu peux aussi avoir peur de perdre le contrôle sur tes propres comportements. Donc avoir le peur d'être trop émotif, trop réactif. Et pour éviter ça, en fait, ce que tu fais, c'est que vraiment, tu montres rien. Tu mets ça sous un couvercle et puis bien sûr, au bout d'un moment, ça fait la cocotte minute et ça explose. Euh, et quand ça explose, tu peux avoir ce sentiment que c'est super difficile de reprendre le contrôle sur toi, sur comment tu te comportes. Ça peut te faire te freiner finalement sur comment tu oses te risquer à aller en amour. Donc ça peut avoir un mécanisme où tu vas aller vers des personnes qui ne sont pas des risques pour toi, c'est-à-dire que tu ressens des sentiments, mais ces personnes, elles te font pas vraiment vibrer, mais tu y vas parce que tu limites ton risque de perdre le contrôle. Ça peut être aussi un mécanisme où tu as du mal à te laisser aller à tes sentiments parce que si tu ressens les sentiments que tu as pour quelqu'un, ça peut te donner ce sentiment de perdre le contrôle. Bien sûr, la tendance à vouloir contrôler ton partenaire, et ça, tu peux le faire de deux manières. En fait, soit tu peux avoir le sentiment de devoir tout savoir, tout planifier. Tu peux aller dans vouloir micromanager ton partenaire. Et à l'extrême opposé, tu peux en fait faire tout, assumer tout à la place de ton partenaire parce que comme ça, en fait, tu es sûr de garder le contrôle. Et le dernier aspect, en fait, quand on a en fait ce sentiment de non-contrôle ou d'impuissance face à ce non-contrôle, et bien souvent, en fait, on va beaucoup se focaliser sur le passé plutôt que de regarder ce qu'on connaît pas, à savoir le présent et le futur. Donc, ça peut te donner un mécanisme où tu as ce sentiment de ne pas arriver à tourner la page suite à une rupture. Ça peut être le mécanisme où tu ressasses beaucoup des événements de ton enfance qui sont peut-être mal passés, ou où tu ressasses aussi des choses que tu as mal faites, que tu regrettes, et tu es un peu comme dans ce moulin du passé. Et c'est une forme en fait de sécurité parce que ça s'est passé, donc tu peux contrôler ce qui est arrivé, mais tu n'arrives pas à décrocher en fait. Ensuite, dans la voie du rejet, eh bien, il y a une catégorie que j'ai appelée le rejet de soi ou de son existence. J'ai pas vu plus de catégories que ça sur la base de mes observations. Peut-être que dans 10 ans, je dirai autre chose. Euh, mais c'est vraiment ce sentiment que quelque chose cloche en toi. Quand tu as le sentiment de pas être assez, ou que comment tu es, en fait, ça te permet pas de rentrer en lien. Alors ça peut être en lien amoureux, mais aussi en lien amical, familial, de vraiment être en lien. Et les mécanismes qui sont souvent présents, en fait, c'est ce sentiment de devoir te battre ou de devoir mériter ta place pour être aimé. Donc,
c'est comme si ton être n'était pas suffisant et tu compenses énormément par le faire et que malgré tes efforts, tu as ce sentiment que ça change pas la situation. Le deuxième mécanisme que je rencontre souvent, c'est ce sentiment d'être jamais assez en fait. C'est soit ton physique, soit ton âge, soit ton caractère, soit ton intelligence, que c'est pas assez pour plaire aux autres. Le troisième mécanisme qui rentre, c'est justement, comme tu as l'impression de pas être assez, en fait, tu montres une image parfaite de toi et tu as du mal de te montrer authentique, vulnérable, avec ton côté solaire, mais aussi ton côté un peu plus d'ombre. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est dur à porter sur la durée parce que tu es constamment tu essayes de montrer une image que tu n'es pas vraiment en fait. Le sentiment d'être indésiré, c'est comme si l'amour reste à distance pour toi, l'amitié reste à distance pour toi, c'est vraiment ce sentiment d'exclusion que tu peux ressentir. Ça, dans cette catégorie, tu as aussi ce sentiment de manque affectif, ce vide intérieur, ce sentiment de ne pas avoir reçu cette affection, cet amour et que tu en manques encore à l'heure actuelle. Dans cette catégorie, un autre mécanisme, c'est à force d'être déçu, à force d'être exclu et indésiré, ben tu fermes ton cœur et ton corps. Donc ça peut donner le mécanisme que tu ne ressens plus vraiment tes sensations. En fait, tu mets ta barrière de sécurité, tu n'arrives plus à ressentir de la joie, tu n'arrives plus à ressentir du plaisir, tu n'arrives plus à ressentir de l'espoir par rapport à ce qui peut se passer dans ta vie. Et si c'est extrême, en fait, même avoir ce sentiment de perdre du sens à ta vie et à ce que tu vis. Tu peux avoir ce sentiment que si ça marche pas, c'est à cause de toi. Donc, au lieu d'évaluer la situation, ben, il n'y a pas toujours tout qui se passe de manière positive dans notre vie, mais au lieu d'évaluer la situation pour ce qu'elle est, en fait, tu retournes le résultat ou ce qui s'est passé contre toi. C'est ma faute si ça s'est passé comme ça, c'est parce que je mérite pas, j'ai encore tout gâché, etc., etc. Et ça, c'est vraiment des mécanismes de dévalorisation qui sont assez importants et ça peut aller jusqu'à des comportements vraiment autodestructeurs envers toi. Et pour les personnes qui aiment les 5 blessures de Lise Bourbeau, je vais vous faire le lien entre les voies que je vous ai mentionnées au début et les blessures de Lise Bourbeau. J'en parle plus des blessures de Lise Bourbeau dans les épisodes 14 à 18 de mon podcast. Donc, ce qui rentre en fait des blessures de Lise Bourbeau dans la voie de la menace, c'est l'abandon, la trahison et l'humiliation. Et ce qui rentre dans la voie du rejet, c'est bien sûr la blessure du rejet et de l'injustice. Ce qui est par contre important de relativiser et là où je vois beaucoup de personnes qui ont le sentiment que voilà, les 5 blessures de Lise Bourbeau, c'est ce qui explique mes relations. Non, non, non. Comme je l'expliquais dans l'épisode 152, il n'y a pas tous les événements qui ont le même impact sur toi et sur ton système nerveux. Donc c'est pour ça que dans S'ouvrir à l'amour, on fait un bilan complet pour voir tous les événements qui ont pu impacter ton système nerveux. Parce que des fois, tu peux avoir des événements qui ont un impact plus grand dans la hiérarchie, si tu veux, de survie de ton système nerveux. Et c'est important de considérer cela. Donc voilà, j'espère que ces 4 catégories t'auront parlé. Si tu veux aller plus loin, tu peux acheter mon livre S'ouvrir à l'amour où tu fais vraiment le travail d'identification de tes propres schémas amoureux. Donc c'est vraiment un outil de travail pour identifier tes schémas amoureux. Et si tu veux aller tout de suite dans le travail de fond en travaillant tes schémas amoureux par le corps et en apprenant la compétence que tu n'as pas pu apprendre à cause de ces schémas, eh bien, tu as mon programme S'ouvrir à l'amour. Je te souhaite une belle journée et je te dis à la semaine prochaine.